Laurent Gbagbo est-il coupable des crimes dont on l'accuse depuis qu'il a été renversé le 11 avril 2011? Les juges de la CPI viennent de dire non à l'unanimité. Cette actualité brûlante est sans doute le meilleur cadeau d'anniversaire que le président Laurent Gbagbo, injustement incarcéré à la Cour pénale internationale, pouvait espérer. La représentation FPI France, comme si elle présageait de cette bonne nouvelle, a célébré le 68e anniversaire du fondateur du Front populaire ivoirien le samedi 1er juin 2013 à la salle Sadi Kano à Aubervilliers. Trois importants témoignages sur le parcours, la vie politique et l'incarcération de Laurent Gbagbo ont été donnés au cours de cette fête. Et pour le faire, le FPI France a invité M. Guy Laberty, ex-M. Afrique du PS, ami de Laurent Gbagbo depuis de longue date, M. Désiré Porquier, ex-conseiller économique et social, et le Dr Blé Christophe, médecin particulier du président Laurent Gbagbo. Adé Assalé, la représentante du FPI, sur les bords de la scène, initiatrice de cette célébration, qui avait pour thème un homme, une trace politique, a engagé les militants et sympathisants du FPI à adhérer massivement aux sections en création. Pouvons-nous oublier notre père fondateur dans sa cellule où il est, le jour de son 68e anniversaire? Nous ne pouvons pas déroger à cette règle-là. C'est pour ça que nous avons tout mis en œuvre aujourd'hui pour prendre rendez-vous avec l'histoire à double titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou dans les jours qui vont venir, le délibéré sera rendu. Nous ne savons pas à quelle sauce, entre guillemets, notre leader sera mangé. Mais néanmoins, nous avons espoir. Et c'est pour ça que nous avons voulu le célébrer, le magnifier aujourd'hui. En effet, le président Laurent Gbagbo a eu 68 ans hier, le 31 mai. Mais nous avons voulu faire un clin d'œil à un artiste, ceux-là même qui ont donné eux aussi au pays de leur vie cette rébellion. Et donc, comme ce frère avait un gala, donc nous avons décalé d'un jour la célébration de cet anniversaire-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 1er juin, nous sommes ici présents, sinon c'était hier que le président a eu ses 68 ans. Donc, nous souhaitons par ma voix un très joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Et nous avons pris les dispositions pour que, chers invités, vous puissiez à votre tour lui
lui souhaiter son anniversaire à travers le livre qui est là, que nous vous avons présenté à l'entrée et que nous allons lui remettre à main propre très prochainement. Merci d'être venu. Au cours de cette soirée, mesdames et messieurs, nous entendrons de nombreux témoignages de ses camarades de combat. Nous parlerons aussi du Front populaire ivoirien, ce grand parti politique qu'il a fondé, à travers lesquels il a mené tous ses combats politiques. Ce parti, le FPI, a besoin de chacun de nous pour poursuivre sa lutte, a besoin de chacun de nous tous pour combattre, pour continuer ce combat. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, à adhérer massivement au Front populaire ivoirien en prenant votre carte 2013. Je ne vais pas être longue, car il y a des témoignages qui vont suivre mon intervention. Il y aura aussi des séquences qui vont nous montrer les traces dont nous vous parlons, ces traces-là qui sont indélébiles dans la mémoire collective de tout un chacun de nous. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi en votre compagnie. Notre président, et comme l'a si bien dit la représentante Hortense Tadia Salé, au Front populaire, nous n'avons pas l'habitude de magnifier un individu, fut-il Laurent Gbagbo, puisque lui-même il a toujours été contre le culte de la personnalité, ce qui l'a amené très tôt à rentrer, je ne dis pas en rébellion, mais en lutte contre le régime dictatorial et très personnel et personnalisé de Félix Houphouët-Boigny. Le président, moi je l'ai rencontré, puisqu'on est au mois de juin, c'était le dernier lundi de juin de 1982, donc ça va faire 31 ans. Et je l'ai croisé parce qu'à l'époque j'animais une revue, Libération Afrique, qui a duré d'ailleurs jusqu'en 86, et on faisait un débat sur la littérature, et il y avait une personne de l'équipe qui travaille aux éditions L'Harmattan qui m'avait dit « Oh, mais je pourrais venir avec Laurent Gbagbo, il accompagnera Adiafi, qui nous a quittés depuis. Adiafi venait d'avoir le prix Afrique Noire pour son roman Carte d'identité. Je crois qu'il y a deux choses avec lesquelles je suis totalement d'accord avec Désiré. C'est que d'abord, Gbagbo, c'est un homme vivant. Ce n'est pas ce que j'appellerais un polar de la politique. C'est effectivement un homme politique très fort, mais qui s'intéresse à la vie, qui s'intéresse à la culture, qui s'intéresse à la musique. Et je dois dire que c'est ce qu'il m'a fait partager pendant cet exil. Bon, d'abord, c'est vrai qu'il joue du clavier, bon, c'est l'harmonium du petit séminaire. Et il fait de la guitare. Il est un bon guitariste et il jouait solo à l'époque. Et je dois dire que c'est lui qui m'a appris à gratter la guitare. Et donc, moi j'ai connu le Gbagbo musicien très proche d'Amélie Pierre. J'ai été d'ailleurs porte de Choisy par là avec Laurent, manger avec Amélie Pierre. Série Saint-Brice venait à la maison. Enfin, je veux dire, c'était toute une ambiance. Moi, je me souviens que quand j'allais en Côte d'Ivoire de façon
dans cette phase entre 84 et 88, j'y allais chaque été, comme on dit. Moi j'étais prof à l'époque, donc je profitais des grands congés scolaires et j'avais été voir Amédée Pierre au Monzatro. Et donc il y avait aussi à l'époque celle qui avait beaucoup de succès, c'était Reine Pélagie. Et donc, je dois dire que si j'ai connu tout ce monde-là, tout cet univers culturel, je le dois à Laurent Gbagbo, pas le politique, mais l'homme tel que l'a présenté Désiré. Et ça, c'est très important. Il y a une chose aussi que tu as évoquée, sur laquelle j'insisterai, et qui a des conséquences politiques. Tu as dit, il est très généreux. Il entre très vite en contact avec tout le monde. C'est vrai que c'est un homme qui est très accessible. Il est généreux et accessible. C'est donc une qualité au plan politique qui explique sa popularité extraordinaire qu'il maintient aujourd'hui au grand désespoir de la CPI. Ça lui donne d'ailleurs un argument à la CPI pour dire qu'on ne peut pas mettre en liberté. Et d'ailleurs, la défense a dit, mais pour un homme politique, être populaire n'est quand même pas un crime. Voilà, donc mais je dois dire qu'il le reconnaissait lui-même, que son défaut, c'était peut-être de faire trop vite confiance à tout le monde. Et ça, j'ai été très étonné, je me permets de le dire, parce que lui-même l'a dit dans une interview à Jeune Afrique. Et j'étais très étonné qu'il se livre à ce niveau-là, parce qu'en effet, c'est à la fois une de ses qualités, et quand la qualité va trop à fond, ça devient un défaut. Et c'est pareil pour sa générosité. Et alors que c'est un homme qui m'a dit à La Haye, moi là où je suis en paix avec ma conscience, parce que je n'ai fait à titre personnel de mal à personne. Et ça c'est vrai, mais par contre, il m'a fait état de... Il est extrêmement, désorienté par ce qu'il appelle la méchanceté de ses contradicteurs. Je n'irai pas plus avant, mais vous m'avez tous compris. C'est quand même un homme qui a promulgué beaucoup de lois d'amnistie, qui permettent même aujourd'hui à certains d'être président d'Assemblée. D'autres, il les a remis en jeu pour être aujourd'hui la tête de l'État dans les conditions qu'on sait. Donc, je dois dire que ce trait de son caractère, il est fort, mais il est peut-être trop fort, parce que s'il est le président qu'il est, parce qu'il est comme ça, c'est aussi parce qu'il est comme ça que certains ont profité de cela pour le casser littéralement, le trahir, s'allier avec ses adversaires les plus résolus, etc. Et on connaît la situation aujourd'hui, qui est la situation douloureuse de La Haye. Maintenant, je voudrais aussi éclaircir une chose. Tout à l'heure, Désiré, tu as dit, c'était très flatteur pour moi, mais c'était pas très vrai, qu'il m'avait croisé, et puis c'est l'homme politique que l'on sait. Ben, je dois dire que moi, c'est Gbagbo qui a été mon mentor en politique. Alors que souvent, on dit le contraire. Et pour être tout à fait clair vis-à-vis du public, j'ai écrit d'ailleurs, je l'ai apporté, Adieu Abidjan-sur-Seine, parce que je dis dans ce livre-là, politiquement, quel a été le type de rapport exact que Laurent Gbagbo a entretenu avec moi, bon ça c'est secondaire, mais avec le Parti Socialiste, puisque quand il m'a croisé, moi je n'étais membre d'aucun parti. Mais il m'a dit, Guy, tu sais, quand on fait de la politique, il faut être dans un parti. Et d'ailleurs, je vous félicite pour la plupart d'entre vous d'être au Front Populaire Ivoirien, parce que c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Et donc, moi, je sortais de 68, je trouvais quand même si Mitterrand était élu et tout ça, que le PS, c'était un peu mou, quoi. Alors j'ai adhéré au Parti Socialiste Unifié, qui était un petit parti qui a disparu d'ailleurs, qui a été dirigé par Michel Rocard, mais moi, quand j'ai adhéré, Rocard, il était parti depuis 10 ans rejoindre le PS. Je m'excuse de parler un peu trop de moi, mais c'est pour vous dire que, en fait, tout ce qu'on a dit, je n'ai jamais été le gourou socialiste de Laurent Gbagbo. C'est pas du tout vrai. C'est Laurent Gbagbo qui m'a fait aller dans des partis politiques. Après, étant homme de gauche, j'ai atterri au PS où se passaient les choses. Et je dois dire que c'est une phase où, quand je veux être délégué national,
à partir de 1993, le Parti socialiste et l'Internationale socialiste, qui était présidé par Pierre Mauroy, ont véritablement été aux côtés du Front populaire ivoirien et ont soutenu Laurent Gbagbo sans faille jusqu'à l'élection de 2000. Bon, je dirais pas au-delà, puisque vous connaissez l'histoire chaude, et d'ailleurs, je l'ai dit, je l'ai écrit dans Adieu Abidjan-sur-Seine sans aucune langue de bois. Il y a même des journalistes de droite qui m'ont dit, mais monsieur Laverty, après avoir écrit ce livre, comment vous êtes encore au PS? Mais enfin, ça fait partie des paradoxes, mais ce n'est pas l'objet du débat ce soir. Moi, ce soir, ce que je veux absolument dire, c'est que non, je n'ai pas été le mentor que disent certains. Au contraire, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui m'a fait, je ne dirais pas venir à la politique, mais qui m'a fait aller dans un parti politique. Excusez-moi d'avoir été un peu long sur cette période, mais c'est clair comme ça, que ce soit clair dans tous les esprits pour savoir comment l'histoire s'est vraiment passée. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est, si vous voulez, Laurent Gbagbo, il est arrivé à Paris, il avait une sorte de mandat, de mission, c'était de faire connaître la lutte du FPI. Et ça, c'est, vous l'avez, c'est Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique. J'ai eu la chance, puisque nous étions très liés dès 1982, il m'a fait relire son manuscrit, mais comme ça, je crois par fraternité, on a fait ça. Et je crois que c'est un homme qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Je dis qu'il a une vision, parce que je pense que pour l'heure, la lutte pour la démocratie est en suspension, mais je vois que le FPI est en train de se resolidifier et que tout passera par le FPI pour la bataille démocratique. J'ai d'ailleurs été très heureux d'entendre beaucoup d'interventions l'autre jour pour l'investiture de Hortense Adéa-Salé. J'ai beaucoup apprécié les interventions de certains que je connais, qui ont mené leur bataille dans la résistance, etc. Et donc beaucoup ont dit, mais nous, on est FPI. Parce que ça, c'est le principal message de Laurent Gbagbo exilé. On ne peut changer les choses qu'en militant dans un parti politique. Moi, j'en suis absolument convaincu et je félicite la nouvelle représentante et tous les camarades qui la soutiennent d'avoir rempli cette salle, parce que j'ai le sentiment qu'à la fois au pays et ici à Paris, des choses sont en train de se structurer, vont se structurer en France, et qu'il y aura certainement une réconciliation très forte entre toute la diaspora ivoirienne et le combat des Ivoiriennes, des Ivoiriens et de tous ceux qui peuplent la Côte d'Ivoire. Je crois que cette fusion va se faire, c'est vers cela qu'il faut aller, et moi j'essaierai d'être, mais à ma place, à vos côtés. Merci. Je viens heureusement de constater que la vérité est universelle. Et quel que soit le lieu où elle se manifeste, c'est peut-être dans la forme qu'elle change, mais dans le fond, elle demeure la même chose. J'ai été tout le temps préoccupé par quelque chose que je raconte souvent à tous ceux qui sont avec moi. Et c'est ce que Désiré et Guy Laverty viennent de révéler. J'ai toujours dit que le président Gbagbo, dans ma vie, c'est la première fois que je raconte quelqu'un qui n'a jamais dit du mal de quelqu'un. On l'agresse de toutes parts, mais quand il doit sortir une parole dure, une mauvaise parole contre quelqu'un, il préfère se taire. Et en quelque sorte, c'est ce qu'on vient de dire. Donc je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai constaté. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire du président. Nous célébrons la vie. C'est très important. Et c'est pour ça que j'ai accepté de témoigner. Mais la parole, elle a horreur de deux choses. C'est-à-dire être prise trop tard ou
ou être prise trop tôt. Or, vous savez que je dois prendre la parole de façon opportune concernant tout ce qui s'est passé à Koroko. Est-ce que ici où je suis arrêté, il est opportun que moi, je parle? D'accord. Donc, comme il s'agit de la vie, j'ai choisi au moins de témoigner sur quelque chose qui me semble très important, c'est-à-dire l'espoir du président. Le président est né à 1945. 1945. Aujourd'hui, il a 68 ans. J'ai été l'un de ceux qui ont eu le privilège à fêter son anniversaire lorsqu'on était deux. Et ce jour-là, notre patron, le président et moi, le commandant Fauvier, nous avons fait un gâteau. Et on a fêté l'anniversaire quand on était ensemble. Mais lui, il sait où il va. Et je l'ai observé pendant 20 ans, au moins. Et c'est ce que je vais vous dire. Il m'a raconté une partie de sa vie. Et moi-même, quand j'étais avec lui, j'ai constaté beaucoup de choses. Parce que quand nous sommes arrivés à Koroko, en prison, le soir, quand on nous a donné à manger, il m'a posé cette question. Il dit, mais depuis qu'on nous a mis dans l'avion et qu'on nous a amenés ici, la seule question qui m'est arrivée à l'esprit, c'est de savoir pourquoi c'est avec toi que je suis ici. Ah, il lui a dit qu'il ne savait pas. Et puis, le lendemain matin, quand je me suis levé, je l'ai trouvé dans sa petite cellule, il lui a dit, mais président, je ne sais même pas quoi il a dit. Il dit, mais fortifie-toi et prends courage. Parce que dans la Bible, comme Joseph, on vient de te jeter dans un trou. Il m'a regardé et il m'a dit, mais c'est ceux qui ont jeté Joseph dans le trou qui avaient des problèmes. Et que Joseph, lui, il n'avait plus de problème. Bon, moi, comme il ne savait pas pourquoi il avait dit, lui et moi, on n'a plus parlé de ça, on a parlé d'autre chose. Et puis on a vécu tranquillement. Et puis, 7 mois et demi plus tard, on l'a sorti et puis on l'a envoyé là où il est. Et puis bon, moi, on m'a mis quelque part d'autre. Mais après, quand je suis sorti, quand j'ai vu l'allure que prenaient les choses, mais c'est notre première conversation là qui finit. Président, je lui ai fait un mot, mais président, le premier jour, voilà ce que tu m'as dit. Le premier jour, voilà ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, quand je vois les choses évoluer, est-ce que ce n'est pas une prophétie que Dieu me donne dans ma bouche? Et c'est cet aspect des choses-là que je voulais partager avec vous. Parce que c'est ça qui nous donne l'espoir. Toutes les décennies, au début de chaque décennie, le président a un problème grave dans sa vie qui lui arrive. Il surmonte le problème et puis sa vie reprend tranquillement. Ça s'est déjà passé 6 fois. C'est la 7e fois. C'est la dernière. Donc, pourquoi vous ne voulez pas croire que 6 fois il a pris le dessus et c'est aujourd'hui qu'il va prendre le dessus? Il va prendre le dessus. Je disais qu'il est né à 45 et puis 6 ans plus tard, c'est-à-dire la décennie qui va de 50 à 60.
ce qui lui est arrivé de très très important et de brutal dans sa vie, c'est la séparation de son père et de sa mère. Il avait 6 ans. Et lui, comme il était plus petit, il marchait. Sa soeur qui était encore bébé était au dos. Et lui, sa maman le tenait par la main. Ils ont pris la route de maman jusque sur la route, la nuit. Il a été marqué. Et sa maman a épousé quelqu'un qui était chef dans la région. Dieu savait ce qu'il faisait. Donc, il n'a pas grandi auprès de son père. Il a grandi dans une famille recomposée où le chef de famille était chef. Donc, c'est là qu'il a appris ses premiers, c'est là qu'il a été éduqué. Donc, si vous voyez que le monsieur est sensible, il sait où est sa place, il est généreux, mais c'est parce qu'il n'a pas été éduqué dans une famille où papa et maman est là, où l'enfant est inconscient. Dès 6 ans, 7 ans, déjà il savait ce qu'il fallait faire. C'est ça qui a forgé sa personne. Donc, il savait déjà comment, bébé ou jeune qu'il était, comment il fallait commander. Et c'est comme ça qu'il a été leader des jeunes de sa région. Ça, c'est la première décennie. La deuxième décennie va de 60 à 70. Il était en terminale lorsque, brutalement, dans la concours de son droit, on arrête son temps. Du coup, il devient chef de famille. Mais lui, il peut témoigner désiré. Il a failli arrêter les études au lycée où il était. Il venait même d'avoir un concours pour participer à quelque chose à la France ici. Il a failli arrêter les études. Mais ce sont les élèves et comment on les appelle, les éducateurs, les surveillants, qui ont cotisé, qui ont trouvé des acquis pour que lui puisse aller à l'école. Et quand il est allé à l'école, il s'est mis dans le syndicalisme, comment dire, estudiantin. Et c'est comme ça qu'il a été populaire. Et en 68, la prophétie s'est réalisée au football lui-même. Il tenait par contre lui-même et il demandait de l'autre pour dire voici les futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire. Et maintenant la troisième décennie qui va de 70 à 80. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. En 71, le président était en train de préparer le mariage de sa soeur lorsqu'on est venu l'arrêter. On le jetait en prison. 3 ans à Siguera, dans un camp militaire. Mais comme Dieu sait qu'il va devenir président, il a amené dans un camp militaire pour lui apprendre ce que c'est que l'armée. Par celui qui va occuper le poste de président de la Côte d'Ivoire où tout sera sur des presses. C'est comme ça qu'il a connu la vie. Donc il a fait 3 ans. Et quand il est sorti de là, au fond, Bonny, bon, on lui a donné la maison qu'il a habité à la libérale. Et puis, après, il s'est mis dans le syndicalisme, maintenant les enseignants, le CNS. Et puis bon, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Alors, maintenant, la 4e décennie, c'est de 80 à 90. Là, c'est l'exil. Parce qu'effectivement, on l'a accusé d'avoir été l'invité qui troublait la vie à l'université. Il est venu et c'est comme ça qu'il a rencontré Guy. Guy, la dernière fois, lui et moi, on a parlé de beaucoup de choses. Et il sait ce que je pense de cette rencontre. Que voilà quelqu'un qui a eu une vision, Guy a eu une autre vision, mais Dieu les a mis ensemble pour pouvoir. Bon, mais ce n'est pas le contexte aujourd'hui. Donc, de 80 à 90, ça c'est la 4e décennie. Il a fait 6 ans et demi en exil, pratiquement 7 ans, et il est reparti en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé, effectivement, il a créé un parti politique qui est le RSPI, qui, comme il a dit, il voulait faire la politique. Donc à 90, nous autres, nous sommes arrivés récemment. Et la 5e décennie,
c'est de 90 à 2000. Dans cette décennie, il a été encore attrapé puis jeté à prison après le 10 février. Voilà. Il a fait 6 à 7 mois de prison et il est sorti. Et quand il est sorti de prison, depuis 1990, il faisait partie de l'équipe médicale. Mais je n'en ai pas fait de tournée parce que je ne trouvais pas ça, je n'étais pas prêt. Et à 1993, quand il est sorti de prison, j'ai fait ma première tournée avec lui à Congo. Mais ce jour, on était 2 médecins. Et on a fait 15 jours dans le Nord. Quand nous sommes revenus de là, honnêtement, et je le dis à tous ceux qui m'ont déjà écouté, il ne sait pas ce que j'ai fait au président Gbagbo, mais il a convoqué la dame qui s'occupait de l'équipe médicale pour dire, mais cette fois-ci, vous m'avez donné un dessin. Docteur B. Mais il est fort. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? On était 2. Je tourne la question dans tous les sens. Mais je ne vois pas ce que j'ai fait. Mais pour finir, la dame a eu peur parce que pratiquement chaque fois qu'il a raconté, où est le docteur B? J'ai dit qu'il est fort. Donc, à une réunion, docteur B. Et puis, donc, qu'est-ce que tu as fait au président? Depuis chaque fois, il me fatigue. C'est toi qui. Je suis en train de dire comment le destin. Et puis, à une réunion, on comprend, on dit, ah, ben si c'est sa vie, il dit que c'est toi qui es fort, c'est toi qui fait. Il faut aller. Mon premier voyage avec Gbagbo en tant que médecin, c'était à Congo. Et puis, le 11 avril, quand on nous a arrêtés, c'est nous deux, on a envoyé à Congo. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, je lui ai dit, mais président, est-ce que tu sais comment je suis arrivé auprès de toi? C'est pas parce que je suis fort, mais est-ce que comment je suis arrivé auprès de toi? C'est que, bon, c'est vrai, au début, tout le monde gesticulait, tout le monde courait, mais moi, il était étranger, j'ai dit chaque fois que si ce monsieur, si lui et moi on fait l'un pour l'autre, un jour on va se rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais quitté jusqu'à ce qu'on soit ici à plusieurs ou deux. Dieu sait ce qu'il fait. Ça, c'était la décennie qui part de 90 à 2000. La décennie qui part de 2000 à 2010. Mais en 2002, le 17 septembre, on était en Italie. J'ai dit, on était à vers le centre de la ville, les gens devaient nous trouver là-bas, mais on a eu la chance de voyager d'abord avant qu'ils viennent. Et puis bon, la Côte d'Ivoire a été attaquée. On est rentré, et puis bon, le monsieur qui était au creux de la vague, tout le monde était contre lui. Il s'est battu, il a émergé, il a été le premier Ivoirien, chef d'État à aller parler à la tribune des Nations Unies. C'est comme ça qu'il est sorti. Donc, maintenant, les élections de 2010. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est la 7e décennie. Vous voyez, 6 fois, il a été frappé. 6 fois, il a vaincu. Pourquoi on ne peut pas que la 7e fois? Depuis qu'il est reparti en Côte d'Ivoire, il ne s'est plus jamais reposé. Donc, c'est un repos que Dieu lui a infligé. C'est vrai, moi aussi, quand on m'a libéré, mais c'est de façon bien que je suis parti, je suis assis. Et puis, ils m'ont appelé pour dire que toi, tu n'as jamais rien fait. C'est un long lieu qu'on a donné. Il dit, bon, d'accord, je vais aller faire mon passeport. Quand je suis arrivé pour mon passeport, on dirait que c'est sur de roulette. J'arrive. La dame même qui fait le passeport, elle dit, tu veux faire le passeport pour faire quoi? Il dit, non, c'est pour aller, je vais voyager. Tu veux aller à France, je connais celui qui donne les visas. Ils vont le donner. Donc c'est elle qui a fait pour moi, puis on m'a donné.
Donc je suis là, les gens me disent, mais pourquoi depuis elle ne répond pas? Il dit, mais c'est parce que vous n'avez pas la foi. Mais moi, il sait que humainement, ce qu'il devait faire pour aller à la haine, il a fait. C'est le plan, c'est pour Dieu. Et effectivement, on m'a appelé. Ils m'ont même accordé 4 jours pour que je puisse faire. Donc il va me chercher. C'est vrai, moi il y a eu une foi en Dieu. Il ne demande pas de faire quelque chose. Il faut seulement prier. Et c'est cette prière. Quand le 31 à 3h du matin, quand j'ai prié pour lui, c'est ce qu'il savait que Dieu m'a mis à cœur. Il m'a dit que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Je ne suis pas un pasteur, mais c'est ça ma conviction. Il n'y a pas de raison qu'il reste là où il est. Tout le monde a parlé de bienfaits. C'est moi qui étais chargé de m'occuper de tout ce qui était santé. C'était la plus grande caisse sociale de l'Afrique de l'Ouest. Donc, un homme qui a fait tout ça, il est là pour se reposer. Et vous avez raison d'être mobilisé. Je ne rentrerai pas dans les affaires politiques parce que je retourne en Côte d'Ivoire. Un jour, les hommes politiques sont en train de faire le travail qu'il faut, vous faites ce qu'il faut faire. Lorsque les conditions seront plus apaisées, chacun dira ce qu'il a à dire. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas parler tôt, il ne faut pas parler tard. Il faut parler de façon opportune. Je vous remercie. Merci, Dr Christophe Blé, pour ce témoignage plein d'émotions et surtout prémonitoire. Merci. Pour poser quelques questions, et vous avez bien vu le brillant exposé du ministre Domelo, qui a rassemblé un certain nombre d'experts qui ont travaillé, qui ont projeté la Côte d'Ivoire, et le grand rapporteur faisait partie de ces experts-là. Donc tout à l'heure, il pourra aussi répondre aux questions spécifiques sur certains points de ce programme-là. Alors nous allons poursuivre le programme. Tous les doyens, mon oncle, comme je l'appelle affectueusement, la représentante de mon parti, honorables invités. Or, je veux dire seulement, en cette journée d'anniversaire, mon témoignage bref. J'ai été influencé par 4 personnes dans ma vie. Mon père, ma mère, le Christ de par ma religion et par Laurent Gbagbo. Joyeux anniversaire à mon président. Mais il est important aujourd'hui, alors que nous parlons de ce grand parti, de vous appeler tout simplement, comme nous vous appelons tous les jours dans les rues, à vous joindre à cet idéal du Front populaire ivoirien, tel qu'incarné toujours par le président Laurent Gbagbo. C'est là l'essentiel de mon message. Vraiment, je veux ici exprimer
ma reconnaissance et ma gratitude à tous les Africains, à tous les Ivoiriens qui œuvrent à ce que ce parti vive. Car le FPI vivant, c'est Laurent Gbagbo et ses idées qui s'animent. Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous dans la suite de cette semaine très chargée d'hommage à ce grand homme. Après le vendredi Gadiseli, après aujourd'hui la journée du militant. Demain, dimanche 2, un grand rassemblement pour rendre encore hommage au président Laurent Gbagbo. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.